À Wimbledon, Federer c'est 3 finales contre Djokovic pour 3 défaites. Sur le terrain même où Roger Federer a construit sa légende. Et pourtant, il reste pour beaucoup le seul roi du gazon. Celui qu'on associe instinctivement à ce tournoi. Comme si les chiffres ne suffisaient pas à éroder la magie. C'est peut-être le paradoxe le plus fascinant du tennis moderne. Un joueur qui a perdu tous ses plus grands duels face à son rival, mais dont le règne symbolique semble intact. Et si le plus grand règne de l'histoire sur gazon n'était pas fait de domination pure, mais de résonance émotionnelle, de beauté et d'attachement. Parce qu'ici, on ne parle pas que de victoire, on parle de grâce, d'héritage, d'une fusion quasi mystique entre un homme et un lieu. Federer à Wimbledon, c'est pas un palmarès, c'est une sensation, une silhouette, un souffle, un slice qui rase le sol, un déplacement qui caresse l'herbe, un service qui claque sans violence. Il n'a pas conquis Wimbledon, il l'a incarné. Et pourtant ce règne n'est pas invincible. Djokovic l'a battu 3 fois en finale, dont celle de 2019, la plus cruelle, la plus longue et la plus douloureuse. Djokovic l'a fait vaciller, il a effacé la ligne. Il a osé briser ce que l'on croyait sacré. Et aujourd'hui, Djokovic est toujours là, encore en course pour égaler les 8 titres. Alors une question s'impose. Si le trône vacille, pourquoi ne tombe-t-il pas? Pourquoi continue-t-on à parler de Federer comme du roi de Wimbledon malgré ses défaites? Est-ce parce que son style, son aura, son lien avec le tournoi sont plus puissants que n'importe quelle statistique? Ou est-ce que, quelque part, on refuse de laisser un autre écrire cette histoire? C'est ce paradoxe qu'on va explorer dans cette vidéo. On va enquêter sur cette domination unique, mais fragilisée, comparer les contextes, les styles, les époques, et comprendre pourquoi Federer, malgré les défaites, continue de régner sur l'imaginaire. Pourquoi, même contesté, son nom reste associé à Wimbledon comme un totem? Parce que si Nadal est Roland-Garros, si Djokovic a fait de Melbourne son jardin, alors Wimbledon, dans l'inconscient collectif, appartient toujours à Federer. Mais alors, pour combien de temps encore? C'est toute la question. Avant de plonger dans cette vidéo, un petit mot pour remercier notre partenaire du jour, Unibet, qui nous accompagne pour Wimbledon 2025. Unibet propose le meilleur des paris sportifs et ça tombe bien parce que Wimbledon arrive. Alors vous pouvez parier sur absolument tous les matchs sur Unibet, mais aussi sur les vainqueurs du tournoi chez les hommes et chez les femmes. Et on va pas se mentir, il y a des cotes qui donnent envie. Si on regarde au niveau du vainqueur chez les hommes, on a Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui sont bien devant à 2,50, suivi de Novak Djokovic qui a quand même gagné 7 fois le tournoi à 6, puis en quatrième, le local Jack Draper qui fait une très bonne saison, coté à 10. Si on veut prendre un peu plus de risques, on a les joueurs de la génération 90 avec Zverev et Medvedev. Zverev coté à 17, Medvedev à 21. Et si on regarde chez les femmes, Aryna Sabalenka est favorite à 3,50, suivi d'Elena Rybakina à 6, suivi de Coco Gauff qui vient de gagner Roland-Garros et Iga Swiatek, toutes les deux à 7,50. Pour tous les nouveaux joueurs qui s'inscrivent via le lien en description, c'est 100 € de bonus de bienvenue sur votre premier pari avec le code GST. Et en cas de pari perdant, Unibet vous créditera jusqu'à 100 € de bonus bet. Évidemment, rappel important, les paris sportifs sont interdits aux mineurs et comportent des risques d'endettement, d'isolement et de dépendance, donc on reste responsable. Et pour les intéressés, le lien est juste en dessous en description. Un grand merci à Unibet. Le gazon, c'est la plus vieille surface du tennis, mais c'est aussi la plus mal comprise. C'est pas simplement une moquette verte, le gazon c'est un organisme vivant. Chaque pas la marque, et chaque match la transforme. Elle ralentit, elle s'écrase, elle glisse, et elle rebondit comme elle veut. C'est une surface qui ne se joue pas, mais qui se ressent. Et cette instabilité permanente crée une exigence unique qu'on ne retrouve pas sur dur, ni même sur terre battue. Chaque point peut basculer sur un faux rebond, un mauvais appui, ou une seconde d'hésitation. Le gazon ne laisse pas le droit à l'erreur. Il impose l'instinct, la précision, l'initiative. Historiquement, il a favorisé les attaquants, les serveurs volleyeurs, ceux qui frappaient fort, montaient vite et concluaient sans tergiverser. Pete Sampras, Boris Becker, Stefan Edberg, Patrick Rafter, leur tennis à eux reposait sur la décision immédiate. Une balle, une volée, une prise de risque constante. Mais en 2001, Wimbledon change. Le gazon devient plus dense, les rebonds montent un peu plus haut, le rythme ralentit, donc le tennis d'attaque pure devient plus difficile. Le fond de court s'invite dans des échanges, et du coup les repères se brouillent. Les anciens dominants déclinent, et les nouveaux venus cherchent encore la clé. Et c'est dans ce Wimbledon en mutation qu'apparaît Federer. Pas comme un pur héritier du service volé, ni comme un contreur classique, mais comme un joueur hybride. C'est en 2001 qu'il choque le monde entier en éliminant le roi, 7 fois vainqueur du tournoi, Pete Sampras, dans un grand cru en 5-7. Un match qui sonne comme un passage de témoin, surtout quand on sait ce qui a suivi. Federer a réussi à dompter cette herbe nouvelle en la lisant mieux que quiconque. Federer ne court pas après la balle, il l'attend. Il ne précipite rien,
il temporise, il ajuste, il choisit. Là où d'autres s'adaptent, lui naturellement épouse la surface. Il ne force pas, il glisse. Il impose son tempo au lieu de subir celui du gazon. Prenons son service. C'est pas le plus rapide, mais c'est un chef-d'œuvre de variété. Zone, effet, hauteur, tout est masqué, tout est précis. Il gagne sans brutalité, juste avec l'art de l'ouverture. Et chaque mise en jeu devient une énigme pour l'adversaire. Son coup droit ensuite, pris tôt, tendu, compact, c'est un fouet qui ne laisse pas le temps de respirer. Et surtout son revers slicé, une lame, une balle fuyante qui coupe le rythme et qui oblige l'adversaire à frapper du bas vers le haut. Un calvaire sur herbe. Un coup devenu plutôt rare que Federer maîtrise comme personne. Mais plus que ses coups, c'est sa manière de les enchaîner. Federer lit le point. Il sent la musique du jeu. Il ne joue pas avec un plan rigide, il improvise sans subir. Il adapte, il module, il réagit avec une fluidité instinctive. Chaque variation est un choix. Chaque accélération un calcul. Et surtout, il comprend l'espace. Il se place comme s'il anticipait le rebond avant même que la balle ne parte. Là où d'autres courent, lui, il glisse. Là où d'autres s'ajustent, il est déjà en place. Prenons un instant pour comparer. Andy Roddick avait un service dévastateur. Mais il frappait trop fort, trop droit. Sur gazon, sa balle filait mais ne vivait pas. Rafael Nadal, lui, a gagné partout. Mais il a dû changer de jeu pour exister ici, avec plus de volets, plus de variations. Et même Djokovic, pourtant dominateur aujourd'hui, a mis du temps à apprivoiser la surface. Federer, lui, n'a jamais eu besoin de cette transition. Sur ce gazon devenu hybride, Federer n'a pas vraiment eu besoin d'apprendre. Il a simplement révélé ce que la surface demandait, du toucher, du rythme et du timing. Il n'a pas adapté son jeu au gazon, il a donné au gazon une nouvelle référence, un modèle, une esthétique. Et c'est ça sa vraie domination. Pas seulement dans les chiffres, mais dans l'impression laissée. Dans la sensation que pendant 15 ans, Wimbledon poussait pour lui et que le center court l'attendait à chaque fois. Il y a des chiffres qui impressionnent et il y a ceux qui bâtissent une légende. À Wimbledon, Roger Federer n'a pas seulement gagné, il a imprimé son nom dans le sol, dans les tribunes, dans les murs. Sur 22 participations, 12 finales et 8 titres. Entre 2003 et 2007, il a enquillé les trophées, il n'a fait que gagner. C'est une omniprésence presque anormale. Une série que seul Björn Borg avait réussi avant lui, à une époque où les raquettes étaient en bois et le gazon encore plus rapide. Et quand cette série s'est arrêtée en 2008 en finale, c'est parce qu'un grand champion a su forcer son destin et sortir une performance all-time. Federer est revenu en 2009 et s'est imposé une 6e fois dans une finale d'anthologie contre Andy Roddick. En 2010 et 2011, après 2 désillusions de suite en quart de finale contre Berdych puis contre Tsonga où il menait 2-7-0, Roger revient en 2012, renverse Julien Benneteau qui menait 2-7-0 et bat le local Andy Murray en finale pour remporter son 7e sacre. Roger est immortel à Wimbledon, c'est ce qu'on se dit, mais on est encore loin d'imaginer la suite. Parce qu'en 2014 et 2015, il rallie la finale, mais s'incline à chaque fois contre un certain Novak Djokovic. Djokovic qui lui aussi a construit sa légende à Wimbledon. 5-7 serrés en 2014, 4-7 intenses en 2015, mais la fin est toujours la même. Roger est battu par plus fort que lui. En 2017, le Suisse renaît de ses cendres, et après un titre inattendu à Melbourne, il survole Wimbledon et remporte son 8e titre sans perdre le moindre set. Mais c'est bien en 2019 que Federer a rendez-vous avec l'histoire, puisqu'il affronte à nouveau Novak Djokovic en finale. Et malgré un match exceptionnel de la part de Roger où il s'est notamment procuré 2 balles de match, le Suisse s'incline 13-12 au 5e set. C'est la douche froide. Mais si on voit le verre à moitié plein, Federer vient de montrer qu'il est spécial. À quasiment 38 ans, il était à 1 point de remporter son 9e Wimbledon contre le joueur ultime qu'est Djokovic. Et par fidélité, c'est bien à Wimbledon, 2 ans plus tard, en 2021, que Federer joue son dernier match. Un quart de finale contre Hurkacz sans discussion, mais le symbole est la fin d'une histoire qui a marqué le tennis à jamais. Il était là, à chaque génération. Quand les autres déclinaient ou disparaissaient, lui restait et gagnait. Il a traversé le temps, les joueurs et les styles. Et surtout, il a résisté à l'évolution du jeu, des raquettes, des adversaires et des styles. Il a affronté Roddick, Nadal, Djokovic, Murray, Del Potro, Cilic, Raonic. Et malgré cette diversité de défis, il s'est adapté, constamment. Federer sur herbe, c'est plusieurs époques en une. Il commence comme un attaquant fluide, il devient un chef d'orchestre stratégique, puis un survivant de génie. Donc c'est une série d'adaptations réussies, là où tant d'autres se sont effondrés à la première mutation. Le gazon ralentit, pas de problème, il adapte son jeu. Les jeunes frappent plus fort,
Pas de problème, il les prend de vitesse. Le corps devient plus lent? Pas de problème, il prend la balle plus tôt. Là où la plupart des grands joueurs ont un âge d'or, Federer, lui, a des vagues. Il a su perdre sans jamais quitter l'ombre du trône. Et dans un tournoi où le moindre faux pas peut être fatal, où chaque rebond est un piège, où chaque début de match peut être une sortie de route, la constance dont a fait preuve Federer, c'est une folie. Une forme de domination mentale autant que technique pendant 15 ans. Pour comprendre à quel point Federer a marqué Wimbledon, il faut élargir le cadre et replacer sa domination dans la cartographie plus vaste des empires du tennis. Et là, 3 noms s'imposent. Nadal à Roland-Garros, Djokovic à l'Open d'Australie et Sampras ici même, à Wimbledon. 3 légendes, 3 règnes, 3 modèles de domination, mais aucun ne ressemble vraiment à celui de Federer. Prenons Nadal. Ok, 14 Roland-Garros, rien à dire. Lui, c'est une hégémonie presque biblique. Mais cette domination, aussi écrasante soit-elle, s'est construite dans une logique bien balisée. La terre battue est une surface reine en Europe et en Amérique du Sud. Elle est omniprésente dans la formation des jeunes. Elle dispose de toute une saison dédiée, avec des repères, des rythmes, des tournois de préparation, et elle récompense un style de jeu spécifique, long, endurant et stratégique. Gagner sur terre, c'est une guerre de tranchées. Mais c'est une guerre que beaucoup ont appris à mener dès l'enfance, dont Nadal. Le dur maintenant, la surface de Djokovic. 10 titres à Melbourne. Une constance inhumaine. Mais là encore, c'est pas un terrain inconnu. Le dur, c'est le centre de gravité du circuit. C'est la surface sur laquelle la plupart des joueurs s'entraînent, s'expriment et performent. Les trajectoires sont lisibles, les rebonds sont standardisés, donc gagner sur dur demande de l'excellence, bien sûr, mais pas une adaptation extrême. Et puis à Sampras, le roi du service volé, le dieu du tennis sur gazon années 90. 7 Wimbledon remportés grâce à un jeu expéditif. Il voulait tuer le point. Et ce style était parfaitement accordé au gazon de l'époque, mais ce gazon n'existe plus. En 2001, Wimbledon change sa composition, le gazon devient plus dense, plus stable et plus lent. Les échanges s'allongent et les montées au filet deviennent des prises de risque. Et c'est ici que Federer s'impose comme une exception, parce qu'il n'a pas dominé une version du gazon. Il en a dominé 2. Federer, il incarne la transition. Il est le pont entre 2 mondes, celui des serveurs volleyeurs et celui des contre-attaquants. Il commence par battre Sampras dans son temple en 2001 avec un jeu à une main, élégant, presque vintage, puis il devient le maître du gazon ralenti, celui où il faut composer avec des rallyes plus longs, des retours plus précis, des adversaires plus complets. Là où Sampras avait besoin d'un terrain favorable, Federer lui s'adapte. Il élargit son arsenal et devient un joueur total. Le seul à régner dans 2 ères du gazon. Et c'est peut-être ça le plus grand écart. Là où Nadal, Djokovic et Sampras ont dominé une surface dans une temporalité technique bien définie, Federer, lui, a traversé les mutations. Il a intégré les codes nouveaux, sans pour autant renier son style. Il a gagné avec la vitesse, puis le toucher. Il n'a pas imposé un style au gazon, il a évolué avec lui. Et même ce règne-là, aussi fluide, aussi naturel, aussi raffiné soit-il, a rencontré un mur. Un joueur qui n'attaque pas comme Sampras, mais qui sur herbe devient peu à peu indéboulonnable. Et ce joueur, c'est Novak Djokovic, l'homme qui ne domine pas le gazon par évidence, mais par logique, par répétition et par résilience. Malgré cette élégance et cette longévité exceptionnelle, une fissure apparaît dans le mythe. Elle vient d'un homme, d'un duel, d'un affrontement répété, toujours au même endroit, le center court, en finale. Roger Federer, roi de Wimbledon, maître du gazon, ambassadeur de l'élégance, n'a jamais battu Novak Djokovic en finale ici. 3 matchs en finale, soldés par 3 défaites. 2014, 2015, 2019. À chaque fois, le tournoi semblait réclamer son roi, et à chaque fois, Djokovic l'a fait taire. Et en 2019, Federer perd la finale qui est peut-être la plus cruelle de l'ère moderne, en passant à côté de 2 balles de match, et dans un match où on peut considérer qu'il a mieux joué que Djokovic. Ce jour-là, Federer a gagné dans l'œil du public, dans l'émotion, dans la beauté du geste. Mais le trophée, lui, est allé à Djokovic. L'esthète a été battu par le stratège. Et depuis, Djokovic a repris le flambeau. Il a gagné Wimbledon en 2021, 2022, et s'est incliné en finale en 2023 et 2024 contre Carlos Alcaraz, qui pourrait venir s'asseoir à leur table dans quelques années s'il continue comme ça. Donc Djokovic a bien prouvé qu'il était énormissime à Wimbledon. Il a gagné autant de fois que le grand Pete Sampras, un record qu'on pensait inégalable à l'époque. Et aujourd'hui, il est juste à un titre d'égaliser Roger Federer. Alors la question se pose, elle est brutale, mais est-ce que Federer est encore le roi à Wimbledon? Est-ce qu'on considère que Roger Federer est le plus grand joueur que Wimbledon ait connu? Au-dessus de Sampras, au-dessus de Djokovic? Je vous pose la question et je suis très curieux d'avoir vos avis en commentaire. Alors il y a plusieurs manières de raisonner et de répondre à la question. La réponse la plus évidente, et celle que j'utilise, c'est de dire on compte le nombre de titres, point final. Parce que le plus important dans le sport, c'est de gagner les titres. Federer 8, Djokovic 7 pour l'instant. Donc la discussion est close, c'est Roger. Et pourtant, malgré cette logique, on peut
aussi prendre en compte les confrontations entre les prétendants. Et là, comme on l'a dit, c'est plus difficile de mettre Federer, parce qu'il a perdu 3 fois en finale contre Novak, dont une où, excusez-moi, mais perdre 13-12 au 5e set, en ayant eu 2 balles de match chez toi dans ton jardin, il y a un côté quand même humiliant. Et je vous parle même pas de la célébration de Djokovic après la victoire, où il provoque frontalement les 15 000 personnes qui n'avaient Dieu que pour Federer, et qui ont mangé une clim de l'espace. Et ça, moi je suis obligé de le prendre en compte, je peux pas faire comme si le match n'avait jamais eu lieu. Et ce genre de match en l'occurrence, ça vaut peut-être plus qu'un titre. Donc derrière, quand on refait les comptes, 8 contre 7, d'accord, mais il faut peut-être creuser et regarder ce qu'il s'est vraiment passé dans ces tournois. Donc il y a Roger, et on regarde qui il a dû taper pour remporter tous ces trophées, et on voit qu'en 2005, 2006, 2007, bon, à part un Rafa qui faisait ses classes sur gazon, il n'y avait pas grand monde. Alors que Djokovic, il a dû cogner Federer plusieurs fois, puis Nadal en 2011 quand l'Espagnol savait jouer sur gazon et était tenant du titre, et en 2018 dans un chef-d'œuvre. Donc ça change la donne. Mais on peut aussi dire que Djokovic en 2018, il a eu en finale un Anderson inexpérimenté et complètement rincé de sa demi-finale contre Isner. Puis en finale en 2021, pareil, un Berrettini qui avait fait son tournoi. Et en 2022, pareil, un Kyrgios qui n'avait jamais joué de finale. Donc on se rend compte qu'il y a des arguments des deux côtés. On peut aussi parler de la nature du gazon. Un gazon qui a énormément ralenti ces dernières années. On peut même considérer que c'est plus du gazon aujourd'hui. En 2019, il y a même des joueurs qui ont témoigné que le gazon était plus lent que la terre battue de Roland-Garros. Donc ça montre que le gazon a perdu toute son essence et sa rapidité. Or, quand Roger gagne son premier Wimbledon, on est en 2003, donc on est sur un gazon rapide, avec un jeu agressif et du service volé. Et on est en droit de se dire que Djokovic n'aurait peut-être pas gagné dans de telles conditions. Donc Djokovic a bénéficié du ralentissement du gazon, une des raisons qui fait qu'il a autant gagné le tournoi. Donc il y a du Roger, il y a du Novak, chacun juge comme il veut. Moi personnellement, je fais passer les titres avant la concurrence, donc avantage Roger. D'autant plus qu'il continue à dominer sur un autre territoire, celui de l'imaginaire. Parce que Djokovic, même en gagnant, ne prend pas la lumière. Il s'impose mais ne marque pas les esprits de la même manière. Federer, lui, fabriquait des souvenirs, des instants d'apesanteur. Et c'est aussi un aspect à prendre en compte. Donc Djokovic a peut-être été le meilleur des deux, mais Federer est resté incomparable. Il y a des règnes qu'on peut égaler, d'autres qu'on peut dépasser, mais certains semblent hors de portée. Non pas parce qu'ils sont mathématiquement imbattables, mais parce qu'ils appartiennent à un monde révolu. Et c'est là que se situe Federer à Wimbledon. Il n'a pas seulement dominé, mais il a incarné quelque chose qu'on ne reverra sûrement jamais. Un type de tennis, une esthétique, une idée du jeu qui ne se joue plus. Déjà parce qu'il a incarné la transition d'un vrai gazon rapide qui obligeait les champions à se ruer à la volée, à un gazon générique, ralenti. Un gazon qu'on a uniformisé avec les autres surfaces. Et Roger, il a aussi bien gagné sur le gazon qui fuse de 2003 que celui de 2017 qui oblige à jouer 10 coups pour gagner un point. Mais la question qu'on pose là, c'est est-ce que quelqu'un pourra dépasser les 8 Wimbledon de Roger? C'est pas gagné, parce que pour remporter 8 fois le même tournoi du Grand Chelem, il faut faire preuve d'une constance au plus haut niveau et d'une longévité dans sa carrière complètement folle. D'autant plus qu'ici, on parle de gagner 8 fois Wimbledon, donc gagner 7 matchs consécutifs au meilleur des 5 sets sur gazon. Une surface dont on a mis en avant les exigences. Jouer sur gazon, ça s'apprend. Il faut apprivoiser le rebond, il faut apprendre à se déplacer sur gazon. Et tout cet apprentissage, ça peut durer des années. Donc pour battre les 8 Wimbledon de Federer, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut commencer très tôt. Donc en fait, il faut être un génie presque. Et personnellement, je me répète, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Carlos Alcaraz, qui lui a su apprendre en un rien de temps, et qui à seulement 22 ans a déjà une expérience hallucinante sur gazon, en ayant battu 2 fois Djokovic en finale du tournoi. Donc peut-être que lui dépassera les 8 titres de Roger. Et si c'est pas lui, ce sera un autre, parce qu'on parle pas non plus de 14 Roland-Garros. Lui, Wimbledon, c'est un record incroyable, mais abordable pour un champion qui sera au-dessus du lot sur gazon. Donc bien sûr que les chiffres finiront par tomber, les records sont faits pour être battus. Djokovic est à un titre, mais s'il n'y arrive pas, il y aura bien d'autres champions qui s'occuperont de le dépasser. Mais Federer à Wimbledon, c'est pas seulement une colonne dans un tableau, c'est une empreinte sur l'herbe, une trace dans l'imaginaire, et une grammaire du jeu que personne n'a reprise. Je sais pas comment mettre des mots sur ce qu'il a incarné à Wimbledon, parce que c'est tellement particulier, tellement majestueux, que j'ai la sensation qu'on aura beau avoir un gars qui viendra et qui gagnera 10, 12, 15 fois Wimbledon, mais que Federer sera... il sera toujours au-dessus. Parce que ce qui forge une légende, c'est pas ce qu'on compte, c'est ce qu'on transmet. Et Federer, il a transmis quelque chose d'unique, un style, une poésie du jeu. En fait, il est entré dans une zone du sport que les statistiques ne peuvent plus atteindre. Roger à Wimbledon, c'est des images qu'on se repassera dans 50 ans. C'est des instants qui resteront, et des frissons qu'on n'aura probablement plus. Donc il y a les titres, il y a les lignes qu'on lit dans un palmarès, mais il y a aussi ce qu'on ressent dans la mémoire collective. Federer à Wimbledon, il faut pas le résumer à 8 titres, surtout pas. Federer à Wimbledon, c'est un frisson, c'est des images qu'on a tous en tête.
une silhouette blanche suspendue au-dessus du gazon, et Roger, il ne gagnait pas comme les autres, et il ne courait pas comme les autres. Il ne fêtait pas ses victoires comme les autres. Il incarnait quelque chose de rarissime, la beauté dans la domination, la grâce dans la pression, la légèreté dans l'histoire. Il n'a pas conquis Wimbledon, il s'y est glissé, comme une évidence, comme une nécessité. Et c'est pour ça qu'il reste dans l'inconscient collectif. Parce que Federer, il n'a jamais forcé le mythe. Il en a fait un lieu d'esthétique autant que de performance. Une scène, une partition, un ballet. Et aujourd'hui, alors même que d'autres gagnent, que d'autres engrangent, c'est pas eux qu'on voit quand on pense au gazon. C'est encore lui, comme un parfum tenace, comme un souvenir fidèle. Et pourtant, le doute plane, il est encore là. 3 finales contre Djokovic et 3 défaites. Perdre une fois, ça passe encore. Mais 3 fois sur son terrain, dans son théâtre, ce qui est censé être son jardin. Et en plus face à un homme qui lui aussi peut prétendre à devenir le roi de Wimbledon. Ça s'oublie pas. Et Djokovic, il a pas volé ses victoires, il est venu les chercher, affrontant le roi Federer accompagné du center court, rempli et acquis à la cause du Suisse. Et Djokovic, il a résisté là où tant d'autres ont cédé. Il a gagné là où Federer semblait intouchable. Et aujourd'hui, il est à une marche d'égaler le roi. Mais voilà le paradoxe. Malgré ses défaites, malgré les chiffres qui s'additionnent ailleurs, Federer continue de régner dans les esprits et dans les images qui tournent chaque été, quand le center court s'ouvre à nouveau. Parce qu'il y a des territoires que l'on gagne et d'autres que l'on incarne. Djokovic a vaincu Federer, mais il ne l'a jamais remplacé. Il a gagné au score, mais il n'a jamais effacé l'empreinte. Alors oui, on peut continuer à débattre, à comparer, à projeter, mais une seule question reste en suspens. Dans 30 ans, quand on parlera de Wimbledon, quel visage verra-t-on? Celui qui a levé le trophée le plus souvent ou celui qui a fait chavirer le public? Celui qui a gagné ou celui pour qui on a pleuré? C'est peut-être ça la vraie différence entre un champion et une légende. Le champion, il s'impose, alors que la légende, elle revient encore, même quand il ne joue plus, même quand d'autres prennent le relais. Mais cette légende-là, elle n'est pas figée, elle n'est pas acquise. Elle dépend de nous, de vous, de ce qu'on choisit de transmettre, de raconter, de faire vivre. Parce qu'aucun règne ne résiste s'il n'est pas raconté. Federer ne domine plus Wimbledon, mais il l'habite encore. Et tant qu'on continuera de l'évoquer, il restera roi. Maintenant, si vous voulez comprendre comment Wimbledon est devenu ce temple du tennis, la vidéo qui s'affiche juste ici est faite pour vous. Ciao!